Bonjour, Simone Wappler, vous publiez votre dernier livre qui s'appelle La rage de l'impôt, matraquage fiscal, révolte fiscale, comment y remédier. Votre démarche est intéressante parce que on vous connaît bien pour vos livres souvent engagés, coup de gueule contre le système fiscal, contre le matraquage fiscal. Et là, votre dernier livre arrive chez un éditeur très institutionnel, très académique qui s'appelle Larousse. Quand on est édité par Larousse, on a l'image de livres édités par des professeurs qui prennent une certaine distance avec le sujet qu'ils traitent, qui ne prennent pas parti. C'est à la fois ce que vous faites dans votre livre, parce que vous expliquez l'origine de l'impôt, de la fiscalité, le consentement à l'impôt, mais quand on vous connaît, on sait que parfois vous allez de l'autre côté de la rive très facilement. Alors, Simone Wappler, ma première question, la rage de l'impôt, c'était à l'origine la révolte fiscale des Gilets jaunes qui a simplement duré une semaine ou 48 heures. C'est-à-dire qu'au début, c'était il y a trop d'impôts et il y a trop de taxes. Et une semaine après, par une prise en main idéologique, les Gilets jaunes se sont transformés à « il faut plus d'impôts pour les riches ». Oui, alors exactement, effectivement. Donc on a eu l'épisode Gilets jaunes qui, entre parenthèses, faisait suite à l'épisode Bonnet rouge. Et en fait... Qui a été une vraie révolte fiscale. Oui, aussi. Les bonnets rouges. Et là, en fait, on avait donc tous les bons ingrédients d'une révolte fiscale, c'est-à-dire qu'on avait un impôt levé très brutalement, du jour au lendemain, disons-le, qui touche à une liberté essentielle en province, qui est la liberté de se déplacer. Quand vous habitez dans une zone rurale, vous habitez un petit village de 500 habitants, vous avez vos enfants dans une école d'un autre village de 1500 habitants, et puis vous travaillez chez l'industriel du coin à 30 km de là, vous faites vos 50 km par jour. Et puis, vous roulez au fioul, d'abord à cause de l'autonomie, ensuite parce que c'est moins cher, et puis il y a eu des incitations, en fait, pour rouler au diesel. Et puis là, tout d'un coup, le pouvoir central parisien vous dit le fioul, c'est mal, c'est pas fiscalité verte, blablabla, et poum, on vous taxe, et en plus, c'est à la fin de l'année. Et là, les gens ont vu rouge. Effectivement, les Gilets jaunes ont vu rouge. Et puis, 48 heures plus tard, extraordinaire, donc le mouvement se structure, arrive à Paris, et puis tout se termine en décembre dans un discours d'Emmanuel Macron avec 10 milliards d'euros en 10 minutes quand même, et 10 milliards d'impôts d'argent des contribuables. Donc, ce qui avait commencé par marre, trop d'impôts, qu'est-ce que vous faites du pognon, se termine par on va vous faire plus d'impôts, et puis on va vous prendre plus de pognon. Voilà. Vous dites à un moment dans votre livre, au tout début, la question centrale n'est cependant jamais débattue. Pourquoi acceptons-nous de payer des impôts ? Quand vous posez cette question au kidam, au coin de la rue, il vous répond et il met en exergue des services qui sont payés par des cotisations spécifiques et non pas par des impôts. On vous dit souvent, il y a trop d'impôts, mais on dit oui, mais si tu as la sécurité sociale en France, c'est à cause des impôts. La sécurité sociale ne vit pas des impôts, elle vit des cotisations sociales. Il y a des lignes spécifiques. Oui. En fait, ce dont on est le plus fier, c'est ce qui relève des cotisations spécifiques, mais pas forcément de la fiscalité. Personne ne vous dit, tu payes des impôts pour entretenir une belle armée qui va nous défendre en cas d'invasion. Pourtant, les impôts vont là aussi. Alors, d'abord, merci aux Gilets jaunes, parce que grâce à eux, on a eu une note de Bercy très intéressante qui a été un effort de communication et qui montrait, poste par poste, dans quoi passaient 1 000 euros de dépenses publiques. Attention d'ailleurs, on dit dépenses publiques. Dans la dépense publique, il n'y a pas que des impôts. Il y a des impôts plus de la dette, puisqu'on vit sous des régimes successifs qui n'ont jamais pu adapter les recettes fiscales aux dépenses fiscales, et que le reste est financé par la dette. Mais c'était quand même intéressant. Et là, on s'aperçoit que les fonctions, théoriquement, les gens doivent accepter de payer des impôts pour financer ce qu'on appelle, à tort d'ailleurs, les missions régaliennes de l'État, qu'on devrait appeler les missions légitimes de l'État. Les missions légitimes de l'État, c'est police, justice, armée, diplomatie. Alors, tout ça, ça vient de la révolution des droits de l'homme, d'une longue réflexion de philosophes. Ça nous vient du fond de l'humanisme, en passant par la révolution, effectivement.
ces missions régaliennes, elles ont une chose incontestable, elles sont dans l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire, la police doit être la police de tout le monde, la justice doit être la justice de tout le monde, et l'armée et la diplomatie servent à tout le monde, sans exception. Vous n'avez pas cité, dans les missions régaliennes de l'État, l'éducation. Non. Vous avez dit les missions financées. Alors, vous auriez pu dire financer et exploiter la police, la justice, l'armée et la diplomatie, et financer l'éducation en retirant le mot exploiter. Alors, ça c'est intéressant, parce que financer, exploiter. Dans exploiter... Ça veut dire gérer et prendre en main. Voilà. Gérer, prendre en main, bon, on pourrait très bien concevoir que l'éducation, comme ça se fait dans beaucoup de pays, l'État a un droit de regard, il va imposer des programmes, etc. Mais ensuite, l'éducation est déléguée. C'est pour ça que j'ai dit uniquement financer, voilà, travers l'idée du chèque éducation. Exactement, ou bon scolaire. Alors, justement, dans mon livre, il y a une idée que j'expose qui est quand même étonnante, c'est que la France est championne du monde des impôts. Championne du monde, toute catégorie. Nous ne sommes pas le pays le plus riche et le plus développé. Donc, il y a des gens qui font mieux que nous. Et curieusement, la politique et la politique fiscale est un service, parce que c'est un service, d'assurer la sécurité des biens et des personnes, c'est un service, aussi bien sur le territoire qu'à l'étranger, et qui ne s'inspire absolument pas des meilleures pratiques. C'est-à-dire qu'on ne regarde jamais ce qui se fait de bien ailleurs, on estime qu'en France, c'est parfait. Et qu'on n'a pas de leçons à recevoir de nos voisins. Si on parle de l'éducation, il y a un monopole de l'éducation nationale, quasi monopole, parce que même le secteur dit privé conventionné n'est très peu conventionné. En fait, il applique les programmes qui sont définis par l'État centralisé, etc. Parallèlement, le classement de la France s'effondre mondialement dans le classement PISA de l'éducation nationale. Et vous avez des pays qui ont été confrontés au même problème, qui ont mis en place le bon d'éducation et qui s'en sortent très bien. Alors le bon d'éducation, c'est simple, c'est chaque établissement scolaire reçoit une aide de l'État en fonction du nombre d'élèves qui sont inscrits. Donc on remet de la concurrence dans le système et donc comme il y a de la concurrence, ça fonctionne mieux. Et qu'on ne me parle pas, qu'on ne dise pas que c'est pour les riches, etc. C'est pas du tout vrai. D'ailleurs, vous voyez vous avez par exemple une association qui est très intéressante qui s'appelle Espérance Banlieue, qui ouvre des établissements privés dans des banlieues en difficulté, privés, qui demandent 50 €, je crois, je me souviens plus exactement, 50 € par mois, par enfant inscrit, qui imposent leur programme, qui commencent à avoir du succès aux examens académiques, et ça se bouscule au portillon. Et les enfants ne sont pas les plus nuls, ceux qui sortent de ces établissements. Ça se bouscule au portillon. Alors pour le moment, c'est une expérience récente, mais les premiers résultats au brevet d'études, etc., sont excellents. Et il y a des méthodes qui sont propres à ces établissements. Donc on peut introduire de la liberté. Donc il faut distinguer l'exploitation et le financement. Il faut distinguer l'exploitation et le financement. Se soumettre à l'impôt, c'est abandonner une partie de ce que nous avons légitimement acquis. Oui. C'est vrai, mais en réalité, même dans le système privé, si l'on considère que vous achetez une maison et que vous l'assurez auprès de votre assureur privé, se soumettre à l'assurance, c'est aussi abandonner ce qu'on a acquis en payant chaque mois une taxe pour protéger son bien. Pas tout à fait. Vous payez pas une taxe. Vous avez le choix de l'assureur. J'emploie le mot taxe, mais c'est-à-dire payer une somme. Vous avez le choix de l'assureur et vous payez pour un service. Pour assurer. On vous répond que l'impôt est un service. Pour assurer un risque. La protection, par exemple, la police, c'est un risque qui est mutualisé finalement. Effectivement, vous assurez votre risque physique et vous le mutualisez. Et c'est intéressant parce que revenons sur ces fonctions dites régaliennes, que je préfère appeler fonctions légitimes de l'État. Elles sont légitimes parce que elles servent l'intérêt public. Et l'intérêt public, c'est pas tout et n'importe quoi. L'intérêt public, c'est l'intérêt de tout le monde. Le riche, le pauvre, le jeune, le vieux, c'est ça l'intérêt général ou l'intérêt public.
L'intérêt public, c'est que votre part d'impôt, par exemple, pour payer les forces de police, le budget de la police ou de la gendarmerie en France, est le même selon que vous habitez, même si vous habitez dans une région où il n'y a pas de cambriolage, il n'y a pas d'assassins, vous êtes tranquille, comme par exemple là où vous venez en vacances, à Eulaboul, Simone Wappler, hors vacances scolaires bien sûr, que comme si vous habitiez en Seine-Saint-Denis avec des crimes chaque jour et des cambriolages chaque jour. Alors que si c'était une assurance, on vous dirait vous payerez moins cher pour la police si vous habitez à la Baule, si vous habitez en Seine-Saint-Denis. Alors, il y a deux aspects sur ces missions légitimes. Oui, parce qu'il y a des vigiles, il y a des milices privées, etc. Mais il y a quand même deux aspects. Le premier aspect, c'est que ces missions légitimes ne sont pas des missions lucratives. L'État n'est pas censé gagner de l'argent avec la police, avec la justice, avec la diplomatie et avec l'armée. Ça, c'est un point très important. Pour une fois, ce n'est pas le rôle de ces fonctions-là. Justement, le rôle de ces fonctions-là, c'est d'être au service de tout le monde de la même façon. D'ailleurs, quand on dit du budget pour la police, ceci, cela, réfléchissons sur la police. Une police qui escorte des cortèges, fait des heures de vol stationnaire pour protéger le G7, une police qui protège les résidences privées de certains élus quand les gilets jaunes arrivent à Paris et qui refuse de prendre une plainte pour un vol de vélo dans un commissariat d'une banlieue, ce n'est pas une police. Ou d'une ville balnéaire. Ça, c'est du vécu, là. Ce n'est pas une police au service du bien public. C'est une police au service du pouvoir. Donc, même là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le consentement à l'impôt, en fait, d'abord, il n'est pas forcément toujours naturel. Il est facile lorsqu'on est dans ces missions légitimes. Il est facile lorsque ces missions légitimes sont bien assurées, bien assumées, voilà. Et dès qu'on s'écarte, dès qu'on s'aperçoit qu'il y a une police qui protège le pouvoir, mais qui protège pas l'individu lambda, qu'il y a une armée qui fait des opérations extérieures auxquelles personne ne comprend, et qui finalement n'est pas au service Libye, par exemple, en nous disant... Voilà, qui n'est pas au service de la défense du territoire. Une justice qui lambine pour des cas qui pourrissent la vie de tout le monde, où on vous dit il n'y a pas assez de moyens, ceci, cela... mais qui marche très bien dans certaines grosses affaires, tout ça pourrit le consentement à l'impôt. Justement, quand on parle de ce thème, que faites-vous du pognon? C'est le titre de votre premier chapitre dans votre livre. Oui, que je dois à Jacqueline Moreau. Voilà. Que faites-vous du pognon? Chacun a sa réponse propre. Est-ce que la réalité sur cette affaire de mission importante de l'État, personne n'est d'accord, et la seule chose qui compte, c'est le sentiment partagé par tous. Je vais prendre un exemple précis. L'accueil des migrants. Aujourd'hui, dans des villes, vous avez une majorité de gens qui pétitionnent, etc., et qui estiment parfois que c'est à l'État de prendre en charge cet accueil. On vous dit, on peut pas faire autrement. Ça fait partie on va presque vous dire que ça fait partie des missions régaliennes de l'État. Et si vous dites des millions sont dépensés dans des locations de chambres d'hôtel et ça continue et ça s'augmente, vous ne pouvez même plus aborder ce sujet parce qu'on vous pétitionne contre vous, vous traite de racistes, de fascistes et de je ne sais quoi. Donc maintenant, il vaut mieux se taire et dire, ok, maintenant ça rentre dans l'argent public et vous devez l'accepter tête baissée. Alors, d'abord, là, on est dans l'accueil des migrants, on est loin des missions régaliennes de l'État. Mais pour les gens, c'est plus important que tout. On est dans l'idéologie. Oui, mais... Donc, si on le finance avec de l'argent public, eh bien, on affecte de l'impôt à l'idéologie. Ceci dit, il y a, encore une fois, comment font les autres, etc. Il y a beaucoup de problèmes qui sont des faux de problèmes et qui pourraient être résolus de façon très simple par le principe de la subsidiarité et de demander aux gens s'ils sont d'accord à l'échelon local. C'est-à-dire que à l'origine, la République française était un État ultra modeste.
elle se voulait modeste. C'était une république qui se voulait modeste. D'ailleurs, on a effacé tous les noms d'anciens régimes pour l'impôt, on a parlé de contribution et on parlait uniquement des fonctions régaliennes. Elles étaient centralisées, mais dès qu'on sort de ça, est-ce qu'on a besoin de centraliser? Si les gens veulent accueillir des migrants, il y a en Italie, pareil, qu'on repeuple des villages avec des migrants. Mais ça les regarde, posons-leur la question. Posons-leur la question à l'échelon local. Si des gens décident d'accueillir des migrants chez eux, eh bien, tant mieux, parfait, bravo. Mais pourquoi ce serait l'argent public, sachant qu'il ne s'agit pas d'une mission d'intérêt public? Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer un système, ça c'est pas dans le livre, Simone Wappler, on va faire un peu de science-fiction, un système où vous recevrez votre feuille d'impôt avec des croix, des cases à poser et d'affecter. Et chacun, par exemple, voulez-vous payer la redevance, oui, non? Si vous répondez non, maintenant avec les technologies, on reçoit tous la télé par cas, par Internet, on vous brouille le signal des chaînes publiques. Et celui qui dit oui, il veut payer la redevance, il reçoit un code d'accès à mettre, et vous regardez, c'est chaîne publique. Et tout serait comme ça. Alors, d'avoir cette idée d'impôt à la carte, c'est effectivement une idée pour les gens qui paient des impôts. Alors, c'est dommage, on va devenir un peu technique, mais c'est dommage, parce qu'il y a une différence entre l'impôt direct, déclaratif, auquel très peu de gens, auquel une minorité aujourd'hui de notre pays est soumise. C'est une minorité de gens qui paient l'impôt sur le revenu. Donc cette minorité pourrait choisir d'affecter plus ou moins ses impôts, mais il y a aussi énormément d'impôts qui rentrent par la taxe. Et la taxe, vous ne cochez pas des cases. Je vais vous raconter un petit exemple gilet jaune pris sur le vif. Ça c'est volontaire, finalement la taxe reste un impôt volontaire. Ah non, oui et non. Pour l'essence, vous allez me répondre, on n'a pas le choix de se déplacer. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais au début du mouvement du gilet jaune. Je réside dans souvent, un tiers de l'année, dans la campagne profonde, dans le pays descendant, dirait notre ancien président. Et c'est là où j'ai vu les gilets jaunes des premières heures. Et là, on est dans le centre de la France, face à un désert, de tout d'ailleurs. Et je venais rechercher une tronçonneuse en révision. Et avant moi, arrivait quelqu'un qui cherchait aussi sa tronçonneuse qui sortait de révision. Et qui discutait avec le mécanicien. Et j'entends que la discussion s'enflamme un peu. Et en fait, l'idée était que le mécanicien lui expliquait qu'il y avait un projet de loi qui allait interdire les feux de bois et les feux dans les poêles à bois, et que ceux qui avaient des poêles devraient impérativement acheter des pellets, c'est-à-dire des transformés, des granulés de bois. Alors la différence entre le bois qu'on va couper d'un arbre qui est tombé au milieu du chemin pour l'hiver et le pellet, c'est la TVA. Et la personne qui venait rechercher sa tronçonneuse sa tronçonneuse en très bon état, s'enflammait un peu, il disait, il ferait beau voir que je paye la TVA sur mon bois. Et là encore, on sentait que la révolte n'était pas loin. Et ce sont des gens, vous n'êtes pas toujours en train de vous chauffer au fioul ou au gaz. Le gaz, de toute façon, il n'y en a pas. Donc, vous remplissez la cuve à fioul, ou vous déblayez les chemins, et vous coupez votre bois, vous le stockez et vous le brûlez. Voilà. Et on est très très loin de l'idéologie, parce que c'est maintenant devenu une idéologie, de l'idéologie écologiste de quelques bobos urbains. Il y avait pourtant un chapitre qui paye décide, c'est démocratique, Simone Wappler. Oui, ça c'était pour ne pas oublier que théoriquement, justement, les révoltes fiscales, le consentement à l'impôt a été obtenu grâce au sacro-saint principe qui est pas de taxation sans représentation.
Et c'est-à-dire que il fallait une assemblée élue, donc on est au XIIe siècle, au temps des pouvoirs royaux et de l'absolutisme en Angleterre, et à un moment il y a une révolte fiscale et on décide qu'il y a un principe, il y aura une assemblée pour décider de l'impôt et de la taxe. Voilà. Votre livre s'appelle La rage de l'impôt, matraquage, révolte fiscale, comment y remédier, c'est publié par Larousse et j'ai le plaisir d'être avec Simone Wappler. Du consentement à la révolte, mais pour avoir un consentement, pour avoir une révolte, faut-il encore qu'il y ait des contribuables? Et vous avez rappelé au début de notre entretien que de moins en moins de gens payaient l'impôt, donc forcément pour une majorité, il n'y a ni consentement ni révolte. J'allais dire, on s'en fout, c'est les autres qui payent. Alors, c'est les autres qui payent, pas tout à fait. Donc la TVA, c'est payé par tout le monde. Hein. La TICPE, est anciennement TIPP, enfin la taxe sur les carburants, c'est payé par tout le monde. Ensuite, il y a quelque chose de très important que je classe dans la catégorie impôts, qui sont les cotisations sociales. L'assurance sociale. Alors là, il faudrait clarifier. Je comprends que vous classiez les taxes diverses dans la catégorie impôts, mais les cotisations sociales correspondent à un service identifié pour la personne qui, plus elle cotise, plus elle sera censée recevoir. Non. Non. Pour la santé, non. En matière peut-être pas pour la santé, non. Ni maintenant, d'ailleurs, pour la vieillesse, sauf les complémentaires. Alors, pourquoi est-ce que, ni même le chômage, pourquoi est-ce que j'assimile ça à l'impôt? Parce que, alors, le nom n'est pas trompeur. On est dans les assurances sociales. Donc, c'est un service d'assurance. Et on cotise, mais on cotise à un organisme qui est en situation de monopole, qui est l'assurance puisqu'on n'a pas le droit de s'assurer dans les privés. Parce qu'on n'a pas le droit de s'assurer dans les privés. Ce qui est absolument contraire, d'ailleurs, aux engagements de la France pris lors de Maastricht, où nous devions ouvrir les assurances sociales à la pris concurrence. Par Mitterrand, à l'époque. C'est-à-dire déjà de François Mitterrand. Mais tous ceux qui ont essayé d'aller plus loin sur ce sujet ont été poursuivis et ont été condamnés. Mais c'est bien de l'impôt parce que c'est un service étatique en situation de monopole. Et alors, pas tout à fait. Si on voulait être tout à fait précis, on dirait que curieusement, les fonctionnaires qui pourtant nous vantent que c'est quelque chose d'extraordinaire ne se servent pas de l'assurance sociale. Ils ont leur propre régime, qui n'est pas la sécurité sociale. Bien. Mais c'est donc un impôt acquitté par tous ceux qui travaillent ou qui sont retraités, donc qui ont travaillé. Précisons aussi, parce que ça les gens ne le comprennent pas, que la sécurité sociale ne délivre pas de soins, c'est simplement un assureur. C'est comme Monsieur AXA. Alors, le fait que ce soit public fait que les mauvais comportements ne sont pas sanctionnés, les bons comportements ne sont pas récompensés. Bon, on pourrait très bien concevoir qu'on ait un système que tout le monde utilise, tout le monde en dehors de France, d'assurance privée, où vous pourriez cocher. C'est pas plus simple, c'est pas plus difficile que de choisir pour un forfait téléphonique ou une assurance. C'est même plus simple qu'un forfait téléphonique parfois. Bon, on pourrait très bien concevoir qu'une certaine frange de la population choisisse d'avoir des jours de maladie en franchise, en disant je peux me les auto-assurer, bon, que d'autres disent non, moi je veux que dès mon premier jour d'arrêt de travail, mon assurance prenne le relais. La santé, le cancer de X, Y ou Z, c'est de toutes les façons à pathologie égale, c'est le même prix. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a aucun service supplémentaire appliqué par l'État. Il y a simplement un monopole. Il y a le monopole de pomper la protection sociale, voilà, et de les redistribuer. Mais là où je voulais
en venir, dans une précédente question que je vous avais posée, on n'a pas été jusqu'au bout. Comme il y a une majorité de Français qui ne payent pas d'impôts, et vous avez répondu oui, mais ils payent des impôts quand même parce qu'ils payent des taxes, mais sans bon. Mais oui, et ils payent pas d'impôts. Je vous interromps, et ils payent des impôts parce qu'ils payent des cotisations sociales. Oui, mais il y aura même un smicard. Alors là où je voulais en venir, c'est qu'il y aura. Je pense qu'il n'y aura plus de révolte fiscale en France. Peut-être qu'il n'y aura plus de révolte fiscale en France parce que les gens sont déresponsabilisés, même culturellement, sur la question de l'impôt et des taxes. Ceux qui payent des taxes ne le voient pas, disent on ne paye pas d'impôts, donc il faut plus d'impôts pour les voisins. Alors, et ceux qui payent des impôts sont minoritaires et pleurent en silence dans leur coin. Alors, regardez l'échec des gilets jaunes. Alors l'échec des gilets jaunes de la première heure, donc c'est vrai que la révolte fiscale a été pour le moment matée par 10 milliards d'argent public. Elle a été matée. Pardonnez-moi de vous interrompre, Simone Wappler. Je pense qu'elle a été matée par l'infiltration des mouvements pro-fiscaux, j'allais dire plus de dépenses publiques au bout du deuxième week-end. Oui, mais le problème va rester. Et le problème va devenir très dangereux. Parce que revenons sur le début des Gilets jaunes. Nous sommes en octobre-novembre. Pourquoi cette taxe brutale ? Alors, là, on va revenir au fonctionnement de l'État. Il y a un budget qui est voté en fin d'année. En face, on dit il y aura des recettes, qui sont des recettes fiscales. Et puis, le trou, parce qu'il y a toujours un trou, ce sera de la dette. Et hop, on attaque une année civile comme ça. La dette qui est quelque chose de réel. Pourtant, c'est nos enfants et petits-enfants qui la paieront. Et on attaque l'année comme ça. Et puis les mois s'écoulent, et puis les dépenses, elles sont bien au rendez-vous, voire plus, souvent. Puis les recettes, elles sont de moins en moins au rendez-vous. Et là, il y a un problème, il y a ce que j'appelle le déficit surprise. C'est-à-dire, ce n'est pas le déficit budgété, ce n'est pas l'argent que nos hauts fonctionnaires de Bercy vont lever en prenant la température du marché, en caressant les banques dans le sens du poil, etc., pour placer la dette française. C'est juste, simplement, un trou dans la caisse qui commence à grossir. Et là, il faut de l'argent vite. Et l'argent vite, même la TVA, il y a une certaine inertie pour la collecter. L'impôt sur le revenu, on n'en parle pas. L'impôt sur les sociétés, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui reste ? La fameuse taxe sur le carburant. C'est ce qui explique que l'État a été aussi vite et aussi brutal. Il fallait de l'argent vite, très vite. Donc, et là, en bout de chaîne, il y avait donc nos gilets jaunes des zones rurales. Bon, après, la situation a été reprise en main, etc. Et puis tout va bien, les taux sont gratuits, les zéros, voire négatifs. Allez, donc, achetez votre appartement et endettez-vous sur 30 ans. Et on ne se remet pas en question. Mais le problème subsiste. Le problème n'a jamais été, ne sera pas résolu. Ce n'est pas l'asphyxie va continuer. Et l'asphyxie, au bout, c'est toujours quelqu'un qui paye l'impôt. On l'a vu sur la taxe sur les GAFA. C'est pas des entreprises, c'est pas l'autre, Ce qui est amusant quand on a vu cette histoire de taxe sur les GAFA, quand vous dites il y a toujours quelqu'un qui paye les impôts, c'est qu'au début, pendant des mois, on s'est enflammé en disant on va mettre une taxe sur avec Amazon, salaud de société multinationale, tu vas payer la taxe. Voilà, on a trouvé le moyen de te mettre la tête sous l'eau. Ils n'ont pas réagi, ils sont restés tranquilles. Le gars est comme s'il faisait sa sieste. La taxe est appliquée et Amazon sera communiqué. Nous sommes désolés pour nos clients français, mais nous devons répercuter cette taxe sur les entreprises françaises qui nous est imposée par le gouvernement. C'est zéro, c'est transparent. Ils refont payer. Mais quand on dit ça montre bien l'économie, c'est un cours d'économie ce que nous a donné. Ah oui, c'est parfait. Mais quand on dit les entreprises, c'est des gens. C'est pas une entreprise n'a pas d'argent elle-même. Alors soit c'est les actionnaires, soit c'est les salariés, soit c'est les fournisseurs. Mais c'est forcément des gens. Quelqu'un qui paye. Voilà. Le livre événement de Simone Wappler s'appelle La rage de l'impôt. C'est publié aux éditions
Larousse. Il y a une phrase quand même dans votre livre sur que je reprends: la justice fiscale est celle qui assure la compatibilité des impôts avec les droits naturels de liberté, propriété, sûreté et résistance à l'oppression. La justice fiscale sur la résistance à l'oppression, on voit que les plaintes ne sont plus reçues pour des petites choses de la vie. Les policiers, les malheureux sont débordés. Quand vous allez au commissariat à Nantes, une femme m'a raconté qu'elle avait un problème de pension alimentaire. On lui a répondu que entre les viols, les meurtres, les machins, ça passait. La pauvre dame avec sa pension alimentaire en bas de la pile. Quand vous avez un père de famille qui apprend qu'il y a un appel de détresse de sa fille handicapée qui est en train d'être violée, le père part à toute berzingue avec sa bagnole, il se fait arrêter par les gendarmes et à moins de 2 semaines au tribunal, les juges confirment la sanction des gendarmes en disant que faire un excès de vitesse pour aller défendre sa fille qui était en train d'être violée, eh bien ça ne justifie pas l'excès de vitesse. Donc le gars, il était peut-être sur une route à 90, il devait rouler à 90 tranquille et respecter la loi. Moi, je suis père d'une fille, j'apprends qu'elle est en train d'être violée. Pardonnez-moi, je roule à 150 sur une route et je pense qu'on ferait pareil. Et là, le gars est condamné. Donc, on parle de résistance à l'oppression. On parle de sûreté, on parle de propriété. Quand le droit de propriété, et je ne suis là, je le dis en toute neutralité, ce n'est pas un journaliste engagé qui parle, mais tous les présidents de syndicats de la FNAIM, des présidents des grands réseaux immobiliers, reconnaissent que le droit, vous dites la question, est-ce que le droit de propriété existe en France? On ne peut plus vraiment parler de droit de propriété, puisque quand vous avez votre bien, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Vous avez un arbre qui explose votre mur, vous devez demander 50 000 autorisations, et voilà. Le droit de propriété n'existe plus. La vraie question, c'est y a-t-il une justice fiscale en France? Alors non, effectivement, non, il n'y a pas de justice fiscale. D'ailleurs, ce terme de justice fiscale est impropre. En fait, il y a la seule fiscalité juste, encore une fois, c'est celle qui sert tout le monde de la même façon. C'est donc une fiscalité qui sert à financer des services qui sont le respect des droits naturels de chacun. Et ces droits naturels, ils préexistent à toute législation, ils sont personnels, ils sont individuels et ils sont les mêmes pour tout le monde. Donc c'est effectivement liberté, propriété et résistance à l'oppression. Et on reboucle sur ce que je vous disais initialement. Une police qui est au service du pouvoir n'est pas une police qui est fiscalement juste. La police qui est fiscalement juste, c'est la police qui est au service de chacun. Alors quand on dit police de proximité, etc., c'est ça. Et en fait, la fiscalité juste, c'est la fiscalité qui est au service des droits naturels de chacun. Ce n'est pas une fiscalité qui est au service de tel ou tel lobby ou d'une idéologie quelconque ou du climat ou de n'importe quoi. C'est quelque chose de grave puisque on vous taxe, donc on vous prend de votre propriété. Votre propriété, c'est votre vie. Je veux dire, c'est ce que vous avez légitimement acquis, c'est du temps. Le temps, c'est pour nous, c'est ce qu'on a de plus limité. Voilà, donc c'est un acte grave. Parce qu'on n'est pas immortel. Voilà, donc c'est un acte grave et donc l'impôt doit être décidé non pas de façon légère, etc., mais au contraire de façon après une réflexion profonde. Il y a un dernier chapitre, c'est pas le dernier. Avant, enfumage fiscal au CO2, c'est à la fin du livre, Simone Wappler. Là, j'avoue que vous prenez le plus de risques, parce que vous abordez en quelque sorte un sujet presque interdit, presque tabou. Alors... Vous savez qu'il y a des sujets tabous en France. Oui, il y en a beaucoup. Il est interdit de parler d'eux. Alors, il est interdit... Alors, au fur et à mesure des décennies, la liste s'allonge. Maintenant, il est interdit de parler de sexualité, il est interdit de parler d'immigration, il est interdit de parler de fiscalité, presque maintenant, et des
de climat et d'environnement. Parce qu'il n'y a qu'une ligne unique à suivre. Oui, alors, encore une fois, partons des gilets jaunes. Donc, on a une fiscalité sur le diesel. Alors, c'est très intéressant parce que le diesel, au début, c'était bien. Alors, je dis au début, c'est dans les années 70-80. C'était bien. Je fais partie aussi de cette génération. On m'a dit qu'il fallait acheter diesel. C'était bien. D'ailleurs, c'était moins taxé à la pompe. Et puis ensuite, tout d'un coup, le diesel, c'est mal. Alors c'est le diesel rentre dans le camp du mal dans les années 2000. Bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé donc le diesel, d'abord, la France est devenue, par la taxation, en fait, qui a poussé les gens vers le fuel. Les constructeurs automobiles français ont développé une gamme diesel qui s'est très bien exportée au début. Puis en plus, bon, après, j'abrège l'histoire industrielle, ils se sont retrouvés rattrapés par leurs concurrents, donc il y avait moins de défense du lobby automobile vis-à-vis du diesel. Bon. Mais les gens ont été attirés vers le diesel et puis en plus, et maintenant on leur dit que le diesel c'est mal, ça pollue. Alors on sait pas pourquoi, parce qu'on n'a pas trop compris, parce que quand même on a fait des pots d'échappement aux platines, il y a eu des vignettes vertes, etc. Mais tout ça suffit pas. En fait tout ça c'est pour lever de l'argent. On s'est aperçu que la fiscalité ça passait bien au travers d'une certaine on s'est aperçu que l'écologie était un motif qui passait bien auprès d'une génération, auprès d'une certaine génération et d'une certaine population, encore une fois, pas partout, pas en zone rurale, mais que ça passait très bien. Et donc, alors là, c'est quand même miraculeux, c'est-à-dire que on taxe l'utilisation d'un produit parce que c'est mal, on taxe le fait de ne plus utiliser ce produit parce que c'est bien, on le taxe aussi puisqu'on va développer ce qu'on appelle les énergies vertes, les énergies alternatives, etc. Même si on a des difficultés à prouver leur efficacité. Et en fait, c'est une usine à gaz fiscale qui coûte très très cher, très très cher. Il faut détailler sa facture EDF pour le comprendre, il faut détailler beaucoup de factures, les factures de fuel, les factures d'EDF pour le comprendre, et qui ne sert qu'une idéologie. Voilà. Bon, parce que je ne pense pas que la France seule, avec sa fiscalité verte, arrive à faire baisser la température de la planète. Je ne le pense pas. Mais bon. Sauf à être très prétentieux et à penser qu'on est les rois du monde. On est le centre du monde. Mais oui. Merci Simone Wappler. Vous êtes venu là, je sais que vous habitez aussi sur la presqu'île guérandaise, et sur la presqu'île, il y a La Turballe, qui est un port important de sardines. Oui. Et on va parler des sardines. Ah oui, parce que c'est une image que j'utilise j'ai bien aimé ça. Dans mon livre. Bon, malheureusement, l'illustration ne rend pas tout à fait, mais il y a les sardines qui partent comme ça, voilà, bien rangées dans la boîte de conserve. Il y a l'image de ce qu'on appelle l'ordre spontané en économie, qui est l'ordre qui émerge parce que chaque individu se débrouille et en fait il émerge un certain ordre spontané. C'est le banc de sardines qui circule en liberté, donc c'est très beau à voir. Et puis il y a ce qu'on appelle l'ordre imposé. Alors ça, c'est un grand technocrate qui a dit que les sardines, c'était bien si on les mettait en boîte, et puis alors il faut une tête, une queue, voilà, elles sont toutes mortes. Et en matière économique, parce que la fiscalité, en fait, ça retire du sang à l'économie. Donc c'est la sardine. En matière économique, ce qui marche, c'est le banc de sardines libre. Et vivante. Mais en matière étatique. Et ce qui ne marche pas, c'est la boîte de sardines. Voilà, c'est la régulation et la boîte de sardines. Très belle image. Merci Simone Wappler d'être venue pour nous parler de votre dernier livre qui s'appelle La rage de l'impôt. C'est publié chez Larousse. Simone Wappler, Matraquage, révolte fiscale, comment y remédier? Un livre indispensable pour comprendre comment nous sommes gouvernés, comprendre à quoi sert l'impôt, comment y dépenser notre argent, avec des pistes sur ce qu'il faudrait faire de bon sens. Voilà. Merci. Merci.